France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 29 octobre et la question du jour, Algérie, le chef du FLN a annoncé que le candidat du parti historique pour 2019 serait Abdelaziz Bouteflika. Êtes-vous favorable à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika? Vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. L'entretien du LGF pour ce lundi, l'invité, Ulysse Rabaté, suppléant de Farida Amrani, candidate à la députation dans la première circonscription de l'Essonne, après le départ de Manuel Valls à Barcelone, candidate de la France Insoumise, qui répondra à nos questions tout à l'heure à partir de 17h sur France Maghreb 2. Pour intervenir, bien sûr, 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h. Nous sommes lundi le 29 octobre, ravi de vous retrouver avec Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Comment ça va, chère Audrey? Ça va, mais bon, aujourd'hui il fait super froid, donc moite, on va pas se mentir. Bon, c'est vrai, il fait froid, il faut se couvrir. Et beaucoup sont en vacances, donc si vous pouvez rester au chaud tranquillement, voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde dans les centres commerciaux en ce moment. On peut se réchauffer tranquille et puis faire des achats. Hein. Oui, c'est plutôt sympa quand même. Ouais, c'est sympa, absolument. Ouais. 17h invité, on va parler de la circonscription laissée et abandonnée par Manuel Valls, qui est parti à Barcelone, vous le savez. Du coup, élection qui va être à refaire le 18 novembre pour le premier tour, 18 novembre prochain, 25 novembre pour le second tour. Et nous recevons un suppléant d'une candidate que beaucoup connaissent, parce qu'elle s'était fait remarquer lors de l'élection précédente en contestant le résultat de la première, accusant Manuel Valls de tricherie. L'affaire avait été d'ailleurs portée devant le Conseil d'État. Nous y reviendrons donc à 17h. Ulysse Rabaté, donc suppléant de Farida Amrani, il fait la campagne avec elle. Il l'accompagne, élu de Corbeil-Essonnes, Ulysse Rabaté, pour venir nous présenter la candidature de Farida Amrani tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. Juste auparavant, avant de parler de la question du jour, on a à peu près le même âge, chère Audrey. Exactement. Et la question que je pose, c'est peut-on faire carrière quand on est petit, breton et avec de grandes oreilles? Tu vois de qui je veux parler? Monsieur Philippe Gildas. Bien sûr. Bah oui, forcément. C'est la question la question fétiche, en tout cas un clin d'œil à la carrière de Philippe Gildas, l'ancien journaliste et animateur de télévision. Un talent exceptionnel. Enfin, moi, il a bercé toute mon enfance et puis jusqu'à mon âge adulte. Et honnêtement, c'était vraiment un grand de la télé. C'est clair que je pense que on va pas l'oublier. Et il y a énormément d'archives qui en sont témoins. Et franchement, c'était un grand, un très très grand même. Il est disparu dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans. Philippe Gildas, alias Monsieur Loyal, qui a notamment brillé sur Canal+ et à Europe 1. Il était surtout l'âme de l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Portrait de Philippe Gildas. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le 4 mars 1970. À l'époque, Philippe Gildas présente le journal télévisé sur la première chaîne de l'ORTF. Ce grand bosseur est journaliste avant d'être animateur. Il commence à l'antenne de Radio Luxembourg, futur RTL, et continue en tant que directeur sur Europe 1. Philippe Gildas a un credo. Tout est info. Le divertissement, l'humour et même la météo. Dans le même esprit naissent en 1987 Didier Lambrouille, le scout Ouin ou encore Toubé Refoule. Les personnages de son émission phare, Nulle part ailleurs, avec José Garcia et Antoine Decaune. Un détail près, évidemment. Un détail. Pour beaucoup, Philippe Gildas restera cet animateur au fou rire légendaire. Merci, voilà pour ce portrait, en tout cas de Philippe Gildas qui nous a quittés. Je propose d'écouter maintenant le témoignage de Monique Pradalier, qui est journaliste qui travaillait avec Philippe Gildas lorsqu'il présentait le journal d'Antenne 2, aujourd'hui France 2. C'était dans les années 70, et elle s'en souvient encore, écoutez. D'un point de vue personnel, j'ai adoré travailler avec Philippe Gildas. C'est aussi un point de vue professionnel parce que c'était un journaliste formidable, très professionnel, très rigoureux et très détaché
professionnellement des sujets qu'il traitait. Et ça, c'était très agréable. Il présentait le 20h en alternance, mais ne prenait pas la grosse tête pour autant. Et il répondait à tous les téléspectateurs chaque fois qu'il le pouvait. Et pour se moquer des courriers bizarres qu'il recevait, il a été le premier à les épingler partout dans la rédaction pour se moquer de lui-même. Comme il était, il avait des oreilles en feuilles de chou, il était la cible des rieurs qui le voyaient, mais il le prenait très très bien, très bien. Voilà pour le témoignage donc de cette journaliste. Sachez que Canal+ rend hommage à Philippe Gildas ce soir à partir de 19h45 dans une édition diffusée en clair. Ce soir, pour terminer, cet hommage à ce grand monsieur qui a bercé toute notre enfance, bien sûr à ceux qui ont la quarantaine à peu près, on regardait, on était fans de Nulle part ailleurs, c'était le rendez-vous incontournable de l'époque, avec José Garcia et tout team. Sa femme également très connue à la radio, Maryse, sa femme Maryse, qui a remercié tous ces témoignages qu'elle a reçus depuis hier. Merci beaucoup d'être avec nous en ce moment si difficile, si douloureux. À mes côtés, je le disais, il y a votre ami Charles Villeneuve. Et avant tout, permettez-moi de vous présenter au nom de toute la maison d'Europe 1 toutes nos condoléances. On sait combien notre histoire, votre histoire avec Philippe était liée à cette station. Oui, on a travaillé 6 ans ensemble au petit matin, au 6-9 comme on dit. On a été très heureux là et notre amour s'est déclaré un peu plus tard. Mais on a été vraiment très heureux dans cette maison qui est toujours un peu la nôtre en fait. On a l'impression que c'est toujours un peu la nôtre. Et c'est dans ces studios ici même, vous le disiez, rue François 1er, que votre passion est née. C'était d'abord une rencontre professionnelle quand même. Oui, c'était une rencontre professionnelle. On se connaissait pas plus que ça. Et puis, mais c'est vrai qu'on a ressenti, Charles peut-être le dira aussi, une grande complicité tout de suite. Mais on n'était pas du tout ensemble à ce moment-là. C'est après, quand on a arrêté. Bon, moi, j'ai arrêté le matin parce que Philippe est devenu directeur de l'antenne. Et on s'est manqué à ce moment-là. On s'est manqué, donc on s'est revus. Et puis voilà, l'histoire est partie pour 36 ans après. Un bonheur formidable. Un bonheur jusqu'au bout. Et mais quand tu m'as appelé ce matin, Maryse, quand tu m'as appelé, j'ai tout de suite évidemment compris, d'autant qu'il t'avait averti. Et quand nous avons dîné ensemble la semaine dernière, tu m'avais dit que lui-même était extrêmement lucide et t'avait averti que c'était peut-être le moment. Oui, c'était quelques jours. C'était le moment. Il fallait qu'il parte, de toute façon. C'était impossible alors. C'est un combat qu'il a mené jusqu'au bout, avec vous à ses côtés. Oui, et encore avec... oui, bien sûr, avec moi. Oui, mais avec ses fils aussi, et ma fille. Et des amis qui sont passés vraiment mais du métier. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Sincèrement, je pensais pas. J'avais encore un peu de doute sur le métier. J'en ai plus là. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Les messages que j'ai eus depuis cette nuit là, je pensais pas avoir autant de monde. Voilà. Et nous, ce qui nous a marqué aussi, avec tous les témoignages qu'on a recueillis, et Philippe Vandel est avec moi en studio, Charles Villeneuve, on va entendre, et Étienne Moujat, c'est effectivement ce grand professionnel qu'il était, ce découvreur de talent incroyable. Oui, c'est ça, il a été découvreur de talent. Et ça, ils étaient tous là, ceux-là, quoi. Ils sont encore là, ils commencent à avoir de l'âge aussi, ils sont la plupart à la retraite maintenant. Et ben, ils étaient tous là, ils sont venus le voir, quoi. Vraiment, c'est, merci à tous, quoi. Parce que, ça réchauffe, ça fait du bien. Voilà, Maryse, sa femme, qui a été une grande dame aussi de la radio et qui a fait les grandes heures d'Europe 1, épouse donc de Philippe Gildas, qui nous a quitté, paix à son âme, salut, ciao l'artiste. Voilà, merci pour tout ce que tu nous as donné en tout cas. Philippe. Bon, passons maintenant à toute autre chose, évidemment, information que l'on a appris en début d'après-midi, information terrible qui nous vient de Tunis. Imaginez, vous connaissez, vous, qui êtes certainement allé à Tunis, l'avenue Bourguiba, c'est l'artère centrale, j'allais dire, de la capitale tunisienne. C'est par là où tout le monde passe. Lorsqu'on vient à Tunis, forcément, on passe en faire un tour du côté de cette belle avenue Bourguiba. Et une femme qui s'est fait exploser, elle avait 29 ans. Et elle a blessé ainsi 9 personnes, dont 5 dans un état grave. Un bilan qui, évidemment, peut-être encore, à l'heure où nous parlons, provisoire.
Et ce terrible drame qui est survenu cet après-midi à Tunis résonne à la veille, d'une déclaration de Rachel Ranouchi, qui accusait et disait que certains partis politiques tunisiens voulaient faire couler le sang de la Tunisie. Eh bien, le sang de la Tunisie a coulé une nouvelle fois aujourd'hui, en ce 29 octobre 2018. C'est terrible, en tout cas, parce que la Tunisie, qui commençait durement et j'allais dire petit à petit à se remettre de ces graves attentats qui sont survenus en 2015 notamment, Audrey. Ouais, c'est ça. Tu connais Tunis? Tu y as déjà été? Oui, je connais Tunis et effectivement, j'ose même pas imaginer ce que le peuple tunisien doit ressentir actuellement, que ce soit les Tunisiens, même partout dans le monde, mais j'imagine même pas, sachant que effectivement, c'est quand même un pays assez avant-gardiste, qu'il l'a toujours été d'ailleurs, je tiens à le souligner, par rapport à plein de choses, et notamment par rapport à la femme. Beaucoup n'en sont pas conscients. Mais bref, effectivement, ils essayent de se remettre et là, ça recommence et c'est une femme qui se fait exploser. Tout un symbole quand même, la femme. Ouais. La femme, c'est la vie. C'est celle qui donne la vie. La maternité, bref. Effectivement, on a peine à imaginer qu'une femme puisse se faire exploser. Déjà, un homme, c'est juste impensable. Je dis pas qu'un homme c'est plus pensable qu'une femme, mais une femme c'est un symbole, ça représente la vie. Ouais. Donc c'est juste impensable. Évidemment, toutes nos pensées avec le peuple tunisien en ce 29 octobre et voilà. Espérant pas revoir de sitôt, même jamais, ce genre de choses. Voilà. Et bon courage en tout cas à un peuple tunisien qui est bourré de courage, bien entendu, comme d'habitude, et qui va faire face et remonter, bien entendu. Allez, on va au pays voisin pour cette question du jour par rapport au 5e mandat dont beaucoup parlent. Et le chef du FLN, le patron du FLN, s'est exprimé en disant que le candidat de FLN, parti historique en Algérie, serait pour l'élection présidentielle de 2019, Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier ne s'étant toujours pas exprimé évidemment et n'a rien annoncé. En tout cas, le chef du FLN a dit que le candidat du FLN serait Abdelaziz Bouteflika. Du coup, en découle la question suivante: êtes-vous favorable à un 5e mandat? Rappelons que Abdelaziz Bouteflika est président de l'Algérie depuis 1999 et qu'il a changé la constitution à plusieurs reprises pour pouvoir d'ailleurs se représenter et pouvoir continuer. Est-ce que vous êtes favorable à ce 5e mandat? On vous a posé la question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et sans surprise, vous êtes en grande majorité à ne pas vouloir de ce 5e mandat, puisque vous êtes 91% à dire non sur Facebook, 84% sur Twitter, LGF officiel. Vous continuez de voter et vous pouvez également nous appeler au 01 40 33 9000. Est-ce que l'Algérie est condamnée, j'ai envie de dire, à rester toujours avec ce même président malade, rappelons-le, malade. Donc par conséquent, est-ce à dire qu'il n'y a personne pour le remplacer? Peut-être dans la jeunesse, il y a des talents considérables en Algérie. On peut imaginer quand même que on puisse avoir un autre visage et puis surtout laisser en paix ce monsieur qui a fait ce qu'il avait à faire pour son pays, l'Algérie. Et maintenant qu'il est malade, en mauvaise santé, ça c'est un secret pour personne. Peut-être qu'il serait bon de le laisser se reposer et finir sa vie tranquillement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative que Abdelaziz Bouteflika en Algérie? C'est les questions à laquelle on se pose, évidemment aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable à ce 5e mandat? 01 40 33 9000, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Alors toi, de loin, ma chère Audrey, le 5e mandat, ça te paraît pas celui de trop? Bah, c'est clair que vu de loin, on se dit que ce serait le mandat de trop. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi Jamel Ouddalabès a fait cette annonce. Pourquoi et surtout, on sait qu'on est dans un climat politique assez particulier. Oui. Voilà. Et puis, il faut surtout pas oublier que lui-même, il doit peut-être même pas croire au fait qu'il en soit capable. Ouais. Je veux dire, il a 81 ans, je veux dire, donc on va pas se mentir. Après, effectivement, ça reste une stratégie politique, mais ce qu'il faut savoir, c'est laquelle. Voilà, c'est surtout ça. Donc non, mais bien évidemment que vu l'âge qu'il a, vu son état de santé, ça paraît complètement utopique qu'il continue à gouverner, mais faut savoir
toutes les personnes qui sont derrière lui, s'il venait à décéder, les personnes qui viendraient à le remplacer, ce que ça impliquerait, refaire des élections présidentielles. Maintenant, est-ce qu'ils vont suivre le protocole? Il y a tout un tas de questions en fait qui restent en suspens et il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses, comme on le sait tous. Bien sûr. Exactement. Donc voilà. Donc c'est quand même un contexte politique particulier par rapport à, si je puis dire, à la passation de pouvoir qu'il y a eu à l'Assemblée nationale il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah oui, il y a eu un sacré épisode. Hein. Voilà. Donc ça a bien bougé. Voilà. Donc à partir de là, moi c'est plutôt cette question-là moi que j'ai envie de me poser. Maintenant, oui, non, je pense pas que ce soit une très bonne chose qui continue. Moi, j'aimerais bien avoir des gens quand même qui sont favorables au 5e mandat, nous dire pourquoi ils sont favorables, étant donné qu'on a un président quand même qui est malade, donc qui ne peut recevoir quasiment personne, qui est dans un état de santé assez dramatique. A priori, il sera en état de gouverner, mais ça, c'est, je pense, sûrement une version officielle. D'ailleurs, cette annonce du chef du FLN n'a pas été reprise par la télévision algérienne. Hein. Exactement, elle n'a pas été reprise, elle a été complètement ignorée par l'UNTV, mais complètement. Donc voilà, à savoir, mais il faut savoir aussi que la situation elle est en train de changer parce qu'il y a quand même eu des hauts dignitaires qui ont été arrêtés ces derniers temps. Donc c'est pas comme avant. Hein. Donc voilà, maintenant. Moi, à qui profite cette annonce exactement. Ouais. Voilà. Et ben c'est les questions que l'on se pose et peut-être avez-vous la réponse. En tout cas, vous continuez de voter à cette question du jour sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Êtes-vous favorable à ce fameux 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika? Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire voilà, peut-être que ça suffit maintenant. Il faut passer à autre chose. Et peut-être pouvoir entamer une autre stratégie, un autre développement. L'Algérie, grand pays, très grand pays, voilà, mérite d'avoir un président qui soit avec toutes ses facultés, pouvoir, j'allais dire, recevoir ou se déplacer. Chose que le président Abdelaziz Bouteflika ne peut plus quasiment faire. Donc voilà, 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse sur le sujet. Peut-être qu'il y a un appel par ici. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame, quel est votre prénom? Zora. Zora, vous nous appelez d'où, Zora? Damien. Damien. Alors Zora, est-ce que vous êtes, oui ou non, favorable au 5e mandat? Mais non, monsieur, mais non. Alors pourquoi? Mais non, c'est pas possible qu'il arrête. Le Bouteflika, c'est une personne historique, mais qu'il arrête de le prendre pour une potiche. La personne, elle est malade. On n'est pas contre, mais elle est malade. L'Algérie, il y a des hommes qui sont comme Bouteflika et mieux que Bouteflika. Et la jeunesse algérienne, c'est une jeunesse nationaliste qui veut que travailler et développer l'Algérie. L'Algérie, c'est un grand pays. Oui. L'Algérie, c'est un pays qui était parmi les meilleurs pays de l'Afrique et maintenant il est devenu le dernier pays de l'Afrique. La FLN, elle représente qui? Elle représente plus les Algériens. Elle représente plus les Algériens. Les dernières élections, les Algériens, combien ils ont voté? Il n'y a même pas 10% qu'ils ont voté. Alors, elle représente qui? Merci Zora, en tout cas, on a bien compris que vous n'êtes pas favorable au 5e mandat et que vous dites finalement, si j'ai bien compris votre réaction, vous avez donné monsieur Bouteflika, maintenant ça suffit, mais est-ce que c'est vraiment lui qui décide? D'ailleurs, on se pose la question concernant... Non, monsieur, voilà. Malheureusement, non, c'est pas lui qui décide. On lui a pas demandé son avis, quoi. Non. Ouais. Et moi, franchement, je suis outré parce que sa famille, est-ce que sa famille, elle le respecte pour qu'elle accepte cette mascarade? Merci Zora, en tout cas de votre appel depuis Amiens et à très bientôt ma chère Zora. Merci Christophe, merci beaucoup. Au revoir. 01 40 33 9000, voilà, favorable ou non au 5e mandat, c'est l'annonce qui, je le rappelle, a été faite par le chef du parti du FLN, le parti historique en Algérie, qui annonce que pour le FLN, le candidat 2019 pour les élections qui auront lieu en 2019 sera Abdelaziz Bouteflika. Du coup, on découle cette question. Est-ce que vous êtes favorable ou non au 5e mandat? Vous votez Facebook, France Maghreb 2, ainsi que Twitter LGF officiel. Et dans un instant, ma chère Audrey,
avis tranché sur les limites du droit au blasphème. Du droit au blasphème. Ah, très intéressant. Un autre invité, Ulysse Rabaté, qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour passer son entretien du lundi. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct au 01 40 33 9000 pour intervenir si vous le souhaitez, bien sûr. Je rappelle notre invité dans un instant, monsieur Ulysse Rabaté. Vous allez pouvoir faire connaissance avec ce monsieur, député, pas député encore, tiens, lapsus, pas encore député, bien sûr. Faut qu'il y ait une élection avant tout, bien sûr. Ulysse Rabaté qui sera avec nous, il est élu à Corbeil-Essonnes, dans l'Essonne. Ah, on connaît bien Corbeil-Essonnes. On en reparlera aussi de Corbeil-Essonnes et de ce système aussi qui perdure là-bas. Bref, la première circonscription de l'Essonne, Manuel Valls parti en exil à Barcelone. Il a abandonné donc son poste qu'il avait obtenu. Pas forcément de la bonne manière d'ailleurs. On y reviendra en détail dans un instant. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui à la suite de la déclaration du chef du FLN en Algérie, le parti historique, qui a déclaré que le candidat pour l'élection 2019 en Algérie serait Abdelaziz Bouteflika. Du coup, êtes-vous favorable à ce 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika depuis 1999 que le président Bouteflika donc est président de ce grand pays, l'Algérie. 01 40 33 9000 évidemment si vous souhaitez intervenir. Le temps pour nous, si elle est prête, je crois que c'est bon, ma chère Audrey. Oui, je suis prête, il n'y a pas de souci. On va parler du blasphème dans cet avis tranché. Voici l'avis tranché de Audrey Pronosti. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, quelles sont les limites du droit au blasphème, Audrey? En effet, Christophe, alors donc cette question, c'est un sujet qui passionne les foules, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs, cela concerne tout le monde. Beaucoup parleront de liberté d'expression, voire même de droit au blasphème. Chacun, oui, est libre, bien sûr, mais n'oublions pas que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et dès lors que toute forme d'expression atteint, heurte ou même offense la perception de quelqu'un d'autre, c'est là que la question peut donc se poser. D'autant que là, on parle d'un sujet qui pourrait parfois aller jusqu'à l'incitation à la haine, parfois justement. Le blasphème en lui-même n'est pas réprimé par la loi, mais il est tout de même encadré. Et on a un très très bon exemple qui illustre bien les limites autorisées avec ce qui s'est passé vendredi dernier. La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation d'une Autrichienne qui date de 2011. Alors c'est dire justement, elle a eu une amende donc de 480 € qui lui avait été imposée pour avoir tenu des propos tendancieux à l'égard de l'islam, notamment des critiques concernant le prophète Mohammed. Il faut savoir que cette décision a été validée à l'unanimité. Alors pourquoi? Quelle raison? Dénigrement de doctrine religieuse. Et là, on bascule quand même dans une toute autre dimension. Pourquoi? Eh bien parce que le contenu de ces allégations était plutôt virulent et surtout très précis. Ces insinuations consistaient à dire que le prophète avait des comportements pédophiles et tout ça en public au cours de 2 séminaires en 2009. Donc sans équivoque, elle a fait allusion au mariage qu'il avait contracté avec Aïcha en tenant les propos suivants. Donc je cite, « Un homme de 56 ans avec une fille de 6 ans, de quoi s'agit-il si ce n'est la pédophilie ?» Pour sa défense, sa réponse fut catégorique. Elle voulait créer une discussion objective dans le cadre d'un débat public n'ayant aucune intention de diffamer le prophète. À cela, elle a ajouté que toute critique devait être tolérée. Seulement voilà, la Cour de Strasbourg a bien pesé le pour et le contre entre liberté d'expression et le droit des autres personnes à vouloir protéger leurs convictions religieuses. Et finalement, cette affaire, qui est quand même une affaire sensible, pouvait inciter à une certaine forme d'intolérance religieuse. Autrement dit, confirmation de la condamnation. Les limites ont été considérées comme dépassées, relevant justement que même d'attaques abusives. Alors justement, ainsi, doit-on considérer que tout doit être permis? Eh bien à cela, je répondrai que chacun doit être responsable de ses propos. Oui, ça c'est très important. Et ceux qui ajoutent ne pas être attentifs à ce que les gens peuvent comprendre, eh bien c'est un petit peu trop facile parfois. Car le poids des mots a une valeur essentielle dans une société où tout le monde s'exprime à tort et à travers, sans réfléchir aux conséquences, encore plus à l'heure des réseaux sociaux, où tout est exacerbé,
où tout est prétexte à polémique. D'ailleurs, certaines presses s'autorisent toute forme de provocation et revendiquent ce fameux droit au blasphème et à la liberté d'expression sous prétexte que ce n'est pas illégal, justement. Mais dès lors qu'il va dans la sphère publique, tout à chacun peut se sentir concerné et en définitive, c'est une question de bon sens. Croyant ou pas, le but ultime est tout de même de bien vivre ensemble, en paix et dans le respect de la sensibilité de chacun. Merci, ma chère Audrey, pour cette limite du droit au blasphème, en référence donc avec effectivement cette décision qui fait causer, qui émane donc de la Cour européenne de Strasbourg. Dans un instant, notre invité de l'entretien du LGF, pour l'heure, un dernier auditeur pour la question du jour aujourd'hui. Méziane, salut. Salut Christophe, salut Audrey. Bonjour. Bonjour. Bien écoutez, moi je rappelle par rapport à la candidature de Boutef. Oui. Qui, je le rappelle, a été annoncé par le chef du FLN, non pas par lui. Oui. Hein. Voilà. Oui. Enfin, ça peu importe, hein, lui ou un autre. De toute façon, il avait déjà été prévu qu'il allait se représenter. Maintenant, est-ce que c'est lui? Moi, j'en doute. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que le peuple algérien, oui, est-ce qu'il arrive à comprendre qu'on se fout de sa gueule? Ah, la question est posée. Question. Oui. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une manifestation pacifique en disant arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et d'être la risée du monde? Et j'ai l'impression que le peuple est endormi. Je ne dis pas qu'il faut faire la révolution, mais au moins une contestation pacifique. C'est pas possible. On prend les gens, c'est gros comme une maison, et le peuple apparemment a baissé la tête. Et moi, ça me dépasse. Je me dis ici en France, on augmente un petit peu l'essence, ça y est, c'est le bordel partout. Ah oui, absolument. Merci Méziane en tout cas pour ton appel. Bon, on a bien compris que tu n'étais pas favorable au 5e mandat. Et puisque Méziane fait référence à cela, tu roules au diesel, Audrey? Oui, là, oui, je roule au diesel. Oui, bah ça c'est pas bon, hein, tu sais. Non, mais je sais. Alors, mais bon, tiens, j'ai relevé des chiffres. Je vais pas me racheter une voiture exprès encore. Bah oui, mais apparemment il faut changer, il faut se mettre à l'électrique, hein, messieurs dames. Oui. J'ai lu des chiffres dans le JDD d'hier. Sur un plein de 67 €, 40 € sont considérés comme des taxes. Bon, c'est pour des taxes donc à l'État. 11 € en rapport avec le prix du pétrole, du baril du pétrole, et le reste donc c'est du prix du raffinement. Donc vous voyez, 40 € sur un plan de 67 € de taxes. Sachant que les taxes, et ça a été annoncé par Darmanin hier, vont encore augmenter à partir du 1er janvier. Très bonne nouvelle. Je pense que les automobilistes commencent à en avoir ras-le-bol. Et du coup, il y a une grosse journée de mobilisation à l'initiative d'un citoyen le 17 novembre. Ah, 17 novembre, ça tombe bien, on pourra aller voter le 18 à Corbeil. Donc une grosse mobilisation avec des opérations escargots, etc. Donc on va en parler, ça va être la grosse pagaille, paraît-il. Donc le 17 novembre, le prix du gasoil, je pense que beaucoup nous écoutent, sont concernés, sont un petit peu énervés, sachant que là apparemment on roulerait sur une fabrication de fuel gasoil qui aurait été en 2016, fabriqué en 2016, alors que le baril est à 42 $. Aujourd'hui, il en a plus de 80. Et quand on prend l'échiquier international, on a l'impression, et on peut nettement, simplement se dire que le baril va très fortement augmenter avec la crise en Arabie, avec l'Iran et les accords rompus à partir de début novembre. Donc le baril risque donc d'augmenter. Bon, bah voilà prévenu, amis automobilistes, soit vous roulez à pied, hein, soit vous prenez le métro, le transport en commun, mais en tout cas, d'avoir une voiture et en particulier du diesel, ça va devenir un luxe. Aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, quand on voit le prix du gasoil, on est aux alentours de 1,55 €, 1,60 €, voire plus même, selon les endroits, et c'est pas près de s'arrêter. Et je pense à tous ceux évidemment qui utilisent leur voiture. Et surtout ceux qui n'ont pas de réseau, parce que nous encore ça va, on est dans des zones urbaines. Oui, mais dans la France profonde. ouais, c'est ça. Quand on n'a pas le choix d'utiliser sa voiture. Quand on habite en banlieue, par exemple. Voilà. Oui. Bon. Merci d'écouter France Maghreb 2. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio. Il est précisément 17 h, l'heure de l'entretien du LGF.
Avec pour m'accompagner pour cet entretien, Audrey Pronostic est avec nous. Notre invité aujourd'hui, Ulysse Rabaté. Bonjour Ulysse. Bonjour. Bienvenue, comment ça va Ulysse? Très bien, merci beaucoup de l'invitation Christophe. Ça fait plaisir en tout cas de se rencontrer, cher Ulysse. Peut-être pour commencer, se présenter un petit peu aux auditrices, aux auditeurs. La politique, ça te connaît? Oui, on va dire que en effet, ça fait quelque temps maintenant que je fais partie du paysage politique dans l'Essonne. Donc, je suis conseiller municipal de Corbeil-Essonne, donc conseiller municipal d'opposition évidemment, et candidat suppléant auprès de mon ami Farida Amrani pour les élections législatives des 18 et 25 novembre 2018, sorte de deuxième round du premier scrutin, qui était celui du mois de juin 2017, où Manuel Valls avait été élu de peu dans des conditions très contestées. Alors rappelons justement, parce que on avait nous ici fait l'écho de ce qui s'était passé. On avait eu d'ailleurs Farida plusieurs fois au téléphone. Pourquoi avez-vous contesté cette première élection? Est-ce qu'il y a eu tricherie? Comment avez-vous prouvé le fait que cette élection est pour vous, en tout cas, était pour vous entachée de tricherie? Bon, alors déjà, petit rappel important, il y a une nouvelle élection, pas parce que l'élection a été annulée, mais parce que le député élu, donc Manuel Valls, a abandonné le navire, déserté la circonscription qu'il avait élue quand même, pour assouvir des ambitions personnelles à Barcelone. Ça, c'est son problème, et j'ai envie de dire, c'est aussi le passé. Et nous, on avait dit quelque chose de très clair, y compris quand on avait déposé notre recours au Conseil constitutionnel suite au scrutin législatif. C'était de dire que on se plierait bien évidemment à la décision du Conseil constitutionnel, qui avait relevé lui des anomalies. Voilà, qui et c'est très important de le rappeler parce que c'est sa décision, avait relevé un certain nombre d'irrégularités, mais qui malheureusement n'atteignait pas le nombre de voix d'écart entre notre candidature et celle de Manuel Valls. Donc on a pris acte de cette décision, et puis nous on a continué à faire de la politique sur nos territoires comme on en fait depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est aussi fort de cet engagement qui ne s'est pas arrêté depuis un an qu'on se présente à nouveau pour ce scrutin législatif. Vous êtes dans la même logique en fait. Bah oui, de toute façon, c'est d'ailleurs ce qu'on dit aujourd'hui aux électeurs, c'est qu'il y a une continuité pour nous entre les élections de 2017 et celles qui ont lieu aujourd'hui, et c'est aussi comme ça qu'on le revendique et qu'on s'était présenté en 2017, c'est-à-dire des gens du terrain qui y travaillent, qui sont engagés depuis plusieurs années sur ces territoires, et donc qui aujourd'hui tout naturellement, puisqu'il y a un nouveau scrutin, se présentent auprès des électeurs. Et vous pensez que ça vous permet sur ce point de vue-là, bien sûr, d'asseoir votre légitimité justement par rapport à votre passé et par rapport à votre engagement. Que ça soit clair, ce qui va asseoir la légitimité, ce sera le résultat de l'élection. On est bien d'accord. Voilà, nous, aujourd'hui, on considère, et c'est normal qu'on a une belle dynamique pour ce scrutin législatif, y compris parce que les gens ont suivi ce qui s'est passé l'année dernière. Pour beaucoup, ils considèrent aussi que c'est leur histoire, l'histoire de ce recours, du combat contre ce qu'on a vécu nous comme une injustice, et donc on considère en effet qu'on est en position potentiellement de l'emporter sur la circonscription. Du coup, on prend très au sérieux le scrutin qui vient. On travaille avec beaucoup de gens. On est aussi beaucoup aidé, y compris au niveau national, parce que on comprend bien que gagner cette élection, c'est un enjeu qui nous concerne pas que nous sur cette circonscription, mais que prendre le siège de Manuel Valls et de mettre Farida Amrani à la place, c'est un enjeu que beaucoup ont envie de s'approprier. Donc on est très contents et on les accueille avec grand plaisir tous les jours sur notre circonscription, puisqu'il se passe des choses tous les jours sur le terrain. Et sur le terrain justement, comment vous ressentez la façon comment les gens appréhendent cette élection, comme une sorte de raté par rapport à l'année dernière ou pas? Comment ça s'explique? Comment ça se traduit? Comment vous le ressentez? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs données pour ce scrutin. Évidemment qu'il y a une dimension un petit peu revanche par rapport à il y a un an, et surtout parce que le mot revanche, moi je le trouve un peu péjoratif. C'est plutôt une nouvelle occasion à saisir pour cette fois-ci mettre une députée comme Farida Amrani à l'Assemblée nationale, avec tout ce que ça comporte, y compris avec son profil, son parcours qui est disons-le, aussi inédit, et qui à l'Assemblée nationale se fera remarquer, et ça on en est aussi très fiers. Et donc aujourd'hui évidemment qu'il y a plein de gens qui disent ce coup-ci on a une chance un peu inattendue, disons-le, de se rattraper, vous diriez?
De se rattraper, non, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui ont voté pour nous l'année dernière et qui vont revoter pour nous cette année. Donc eux, c'est juste continuer et retenter une deuxième fois. Après, oui, on espère que comme la participation était pas forcément très satisfaisante il y a un an, bien sûr qu'on se dit bon bah ceux qui sont pas allés voter en 2017, là ils voient peut-être un autre intérêt pour cette élection et donc en effet peut-être qu'ils vont se rattraper et aller voter. Tout l'enjeu évidemment c'est la participation. On le sait des gens quand en ordinaire l'élection législative n'attire pas foule. Mais là, quand c'est une élection, j'allais dire en plein milieu comme ça, de manière isolée, c'est encore pire. Comment comptez-vous faire justement pour mobiliser les troupes? Vous êtes donc en campagne, vous ratissez un petit peu partout cette circonscription qui va de Villabé, Évry, Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Bondoufle, Lys, donc pour une grosse circonscription, c'est la première. J'ai ouï dire, peut-être que vous allez d'ailleurs me contredire, mon cher Ulysse, que un certain nombre de personnes qui vous soutenaient donc l'année dernière ont un petit peu pris de recul. Oui, non, et comment vous l'expliquez? Je sais pas où tes oreilles traînent, mais pas au même endroit que moi. Oui, peut-être. Ça peut arriver. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plus de monde qui nous soutient par rapport à l'année dernière, puisque encore une fois, on va dire que la notoriété à la fois de Farida et puis de notre candidature, elle a un peu grimpé par rapport à l'année dernière, y compris parce que il y a eu ce recours, parce qu'il y a eu la continuité du combat, parce qu'il y a eu le départ de Manuel Valls, etc. Et donc nous, on considère qu'aujourd'hui, il y a un grand écho de cette candidature. Après, sur la question de la participation, je te rejoins complètement, Christophe, c'est que une élection législative partielle, ça déchaîne jamais les foules. Oui. Jamais. Et sur des territoires comme les nôtres, avec ce qui fait aussi l'identité de notre circonscription, c'est-à-dire des grands quartiers populaires, avec un électorat de gauche qui se déplace pas toujours sur des scrutins comme celui-ci, évidemment que pour nous, l'enjeu, c'est que les gens aient voté. C'est aussi comme ça qu'on le présente. La gauche qui apparaît divisée encore, rappelons-le quand même, parce que vous avez les communistes, Parti socialiste, les Verts, la France insoumise donc représentée par Farid Amrani, la gauche qui va de manière dispersée encore. Oui, dispersé. Après, ça dépend de quel angle on se place. Si c'est pour se retrouver au deuxième tour, c'est pas forcément grave qu'au premier tour, chacun s'exprime et fasse valoir sa sensibilité, y compris qu'il y a un candidat communiste, qu'il y a un candidat écologiste. Finalement, c'est le jeu électoral et le jeu démocratique. 11 candidats. Ce qui nous importe, c'est qu'on se retrouve au deuxième tour. En tout cas, toutes celles et tous ceux qui veulent tourner la page de Valls sur le territoire et aussi marquer aussi leur opposition à Emmanuel Macron et aux politiques menées par le président des riches depuis un peu plus d'un an. Voilà, si on se retrouve au deuxième tour, cette diversité de candidatures au premier, nous, elle nous dérange pas. Et d'ailleurs, nous, on a en amont de la déclaration des candidatures tendu la main à tout le monde, puisque on considère, et c'est évidemment ce qu'on ressent sur le terrain, c'est qu'on est dans une position de favori, en tout cas de favori à gauche. Et donc l'idée, c'est aussi de créer les conditions de se retrouver après, quoi. Alors favori, oui, cher Ulysse, mais est-ce qu'à niveau national, les dernières turpitudes et tempêtes au sein de la France insoumise ne vont pas vous poser problème? Tu sais, Christophe, nous, on est sur le terrain tous les jours sur la première circonscription de l'Essonne. Tous les soirs, on tape aux portes dans des quartiers très différents. Et les gens, ils sont quand même très peu à nous parler de cette affaire de perquisition. Donc il faut toujours remettre les choses à l'endroit, comme on dit. C'est une affaire qui a beaucoup agité le microcosme qui s'intéresse à la politique. Mais quand on parle aux gens sur la circonscription, ils nous parlent du prix de l'essence dont tu as parlé tout à l'heure. Ils nous parlent de l'avenir de leurs enfants. Ils nous parlent de l'inquiétude sur les fermetures de classes. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on fait campagne. Et encore une fois, c'est aussi là-dessus qu'on fait de la politique, nous, depuis des années. Donc bien sûr, mais dans l'inconscient collectif, les gens, même si vous le disent pas, clairement, ils font une association d'idées. C'est évident. Non, mais vous pouvez pas dire le contraire. Une association d'idées, nous on est candidats de la France insoumise, donc qu'il y a un lien qu'il y ait une association d'idées entre nous et la France insoumise, et notamment ses leaders nationaux et son principal porte-parole Jean-Luc Mélenchon, évidemment qu'il y a une association d'idées. Mais vous, à titre personnel, vous l'avez vécu comment, Ulysse? L'affaire Non, pas l'affaire, parce que l'affaire c'est une chose. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Moi, principalement son coup de colère devant les locaux de la France insoumise. De toute façon, je savais qu'on allait aborder ce sujet-là. Oui, c'est obligé. De toute façon, vous n'êtes pas les premiers avec qui on l'aborde, y compris publiquement. Donc nous, on le dit évidemment que
Il y a d'abord la compréhension de la colère face à une perquisition qui est, je vous le rappelle quand même, hein, puisque et puis les perquisitions, il y a du monde notamment sur nos territoires qui les vivent, hein, donc on connaît aussi la violence que c'est, y compris l'entrée dans l'intimité de chacun, etc. Donc sur la question de la colère, et d'ailleurs c'est aussi ce que disaient les gens sur le terrain, il y a une forme de compréhension par rapport à cette colère. Ensuite sur les conséquences, notamment d'un point de vue médiatique, parce que je le redis, il y a eu quand même une forme d'explosion médiatique qui était un peu en décalage quand même avec ce qui se passait dans la réalité. Là-dessus, nous, la ligne elle est claire. Comment ça se fait que le côté disproportionné des perquisitions et de tout le ramdam autour de la France insoumise, on est sur cette ligne qui est une grande disproportion par rapport à d'autres affaires, comme par exemple l'affaire Benalla au début de l'été et les gentilles perquisitions dont il a fait l'objet dans la suite des affaires. Donc nous, là-dessus, on est très clair. On fait notre campagne sur la réalité, sur les conséquences des politiques de Macron que dans le quotidien des gens. D'accord. Oui, mais quand vous parlez, oui, mais c'est quand même important de le dire parce que, y compris, on va pas se mentir. Nous, dans la surexposition médiatique de cette affaire, il y a aussi un côté écran de fumée par rapport à la réalité des problèmes des gens. Mais les gens sont pas stupides. Les gens sont pas stupides. Maintenant, ma question, elle est par rapport au fait que vous dites que justement il y a une surexposition médiatique, une exagération, mais il y a quand même eu des images. Et les images, ça trompe pas. Après, Monsieur Mélenchon s'est exprimé lui-même sur son Facebook. Donc après, je pense que lui-même s'est scénarisé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens ont été témoins de ça quand même. Je reprends votre phrase avec laquelle je suis totalement d'accord. Les gens sont pas stupides. Exactement. Voilà. Et ça, d'ailleurs. Moi, vous allez tourner dans votre sens, Ulysse. Le sens de mon engagement politique au quotidien, c'est de penser que les gens sont pas stupides. Oui. D'accord. Non, mais pour faire ça. Et donc, au-delà de cette affaire, les gens ils savent que ce qui est violent, c'est la politique de Macron envers les quartiers populaires, envers les retraités, et que la violence elle est aussi de ce côté-là. Et donc qu'on arrête de nous faire croire que l'ennemi du peuple est celui qui serait extrême et violent, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, pour nous la violence, elle est du côté de la politique du gouvernement. Et je peux vous dire que quand on parlait tout à l'heure du prix du gasoil, quand on parle du transport, de la mobilité, des conditions de transport sur le RERD qui traverse notre circonscription, et tu le connais, Christophe, c'est une catastrophe. Voilà. La violence, elle est de ce côté-là. Elle est du côté de la manière dont on traite les gens sur ces transports, dans la manière dont on traite les gens au quotidien dans les quartiers populaires, dans la manière dont on a abandonné le plan banlieue en stigmatisant les quartiers populaires et en disant que circuler, il y a rien à voir. Pour nous, la violence, elle est là. D'accord. Pour faire simple et pour finir là-dessus, avant qu'on parle vraiment de la spécificité de la première circonscription, tu te doutes bien quand même que beaucoup de gens ont été perquisitionnés au lendemain des attentats du 13 novembre. Il y a eu des milliers de perquisitions à travers la France. Si un d'entre eux avait émis des propos à la Jean-Luc Mélenchon, il serait retrouvé en garde à vue, voire plus. Donc c'est ce deux poids deux mesures que les gens dénoncent aujourd'hui, cet excès de colère de Jean-Luc Mélenchon, scénarisé certainement, voilà, qui risque et qui a fait mal au sein de la France insoumise d'ailleurs, parce que il y a eu des sondages au lendemain de cette affaire qui disent que d'abord plus de 70% des gens sont choqués du comportement de Mélenchon. Et y compris à l'intérieur de la France insoumise, 50%, voilà, ne partagent pas cet avis. On comprend la colère de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas pour autant qu'on peut la cautionner, simplement. Voilà. Oui, elle est compréhensible. Elle est compréhensible. Bon, voilà. Après, voilà, on va donc enchaîner avec cette circonscription. Tu en parlais, Ulysse. Le RERD, c'est vraiment le transport en commun qui vraiment est à refaire. Il y a tout un plan Marshall, j'ai envie de dire, à refaire sur cette ligne catastrophique qui passe donc par cette circonscription, puisqu'il y a une partie qui va du côté de Melun et d'autres du côté de Corbeil-Essonnes, voire même Malesherbes. Les retards sont considérables, les annulations de trains considérables, l'état du matériel déplorable, où je rappelle quand même il y a quasiment pas de chauffage, la clim l'été tu peux l'oublier. Enfin c'est des conditions vraiment indignes. Et pour l'heure les élus, enfin plutôt les élus, oui, le député Valls n'a rien fait pour ça.
Ah, ça c'est sûr, mais c'est pas le seul, puisque il y a quand même tout un tas d'élus sur le territoire, y compris des gens qui aujourd'hui soutiennent le remplaçant de Manuel Valls aux élections législatives, Francis Choix. Il y a à côté de lui le maire de Courcouronnes, Stéphane Baudet, qui est Francis Choix, qui est maire d'Evry. Ah, qui est maire d'Evry, et qui est soutenu par Stéphane Baudet, maire anciennement les Républicains de Courcouronnes, qui est en poste au Conseil régional sur cette question des transports, puisqu'il est vice-président. Ces gens-là n'ont absolument rien fait pour améliorer les conditions de transport sur ce train que je connais très bien puisque je le prends tous les jours pour aller travailler. Et bien entendu que tu as parlé de plan Marshall. Nous on se lie complètement sur cette ligne-là, et d'ailleurs on n'est pas les seuls puisqu'il y a des associations des associations d'usagers, notamment l'association Sadur qui est connue qui est connue depuis quelques années, des nouvelles associations comme la Vignette du Respect aussi qui est née l'année dernière. Voilà, des associations qui disent les choses très clairement. Ils disent aujourd'hui ça suffit, l'investissement dans les transports il doit se faire dans les transports du quotidien, dans les transports que les gens utilisent tous les jours pour aller travailler, et pas dans des pseudo grands projets, que ce soit des projets de train à grande vitesse ou encore le projet Arc Express autour de la petite couronne, qui sont des projets disons-le un peu pharaoniques, qui sont sur des perspectives qui s'allongent à chaque année qui passe. On se dit que ce sera 5 ans plus tard. Or là, il y a une question d'urgence. C'est que, y compris, il y a beaucoup de spécialistes en sciences sociales et en sciences des mobilisations qui disent que souvent les révoltes dans les pays comme les nôtres, ils viendront sans doute des conditions de transport et de la manière de difficulté qu'ont les gens pour se déplacer pour les choses qui font leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour notamment ce sujet-là, les transports, le RERD? Quelle est votre proposition? La ligne, elle est assez simple, c'est mise à plat des investissements en matière de transport sur la région Île-de-France, puisque aujourd'hui il y a un fléchage sur des grands projets et pas sur les transports du quotidien. Donc nous on demande une mise à plat de ces investissements et une redirection pour ce fameux plan d'urgence pour le RERD qu'on nous fait quand même miroiter depuis plusieurs années et qui peut avoir des conséquences immédiate. Le renouvellement des infrastructures, c'est pas quelque chose qui peut se faire qu'on aura dans 20 ans. Si on décide de le faire, ça se fait en quelques années. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Combien de temps? Et sur à horizon 5 ans, le renouvellement des infrastructures, du matériel roulant, parce que c'est aussi souvent ça qui font les retards, Christophe, c'est la question de la signalétique et de la signalisation sur les voies. Tout ça, c'est des choses qui sont budgétées par la SNCF, dont on connaît à la fois les coûts, les délais, etc. Maintenant, c'est juste une question de volonté politique, et le problème, c'est aussi là-dessus qu'on vient, c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élus dans notre secteur, ils prennent plus le RER depuis des années. Si on prend le maire d'Evry qui est candidat contre nous, Francis Choix, c'est quoi son expérience de la mobilité? Candidat En Marche? Candidat En Marche, soutenu par les maires de droite. Alors justement, on en parle un peu de Francis Choix, et ma question est la suivante. Pardon de la violence, mais Valls est là depuis des années. Ouais. Il a été maire d'Evry, il a été député, etc. À Corbeil, on connaît le système d'assaut, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce qu'à Évry, est-ce que dans cette circonscription, Valls étant parti, le système Valls va perdurer ou perdure encore? Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que avant même de parler du système Valls, t'as évoqué le système d'assaut et la droite locale à Corbeil-Essonnes. C'est terrible, Je rappelle qu'il y a eu des morts à Corbeil. Il faut savoir que j'ai même écrit avec mon collègue Bruno Piriou un ouvrage sur le système d'assaut à Corbeil-Essonnes qui s'appelle L'argent maudit, qui raconte justement toutes les conséquences de la corruption, y compris sur la vie quotidienne d'une ville. La manière dont ça structure l'esprit des gens, la manière dont ça tue aussi la politique et l'engagement de tout le monde. Et ça, c'est une donnée très importante sur notre circonscription, puisqu'en effet, elle est marquée par l'histoire de la droite à Corbeil-Essonnes et du système d'assaut, qui, je le rappelle, soutient aujourd'hui dès le premier tour le candidat Francis Choix. Francis Choix, il est soutenu dès le premier tour par le maire de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, qui, rappelons-le, est mis en examen pour corruption. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi quand Francis Choix parle de nous comme des extrémistes, comme des gens qui dépassent les bornes, etc. Y compris quand il accuse Jean-Luc Mélenchon de dépasser les bornes dans ses réactions. Bon, lui, il a pas de leçon à donner. Il est soutenu par quelqu'un qui est mis en examen pour corruption.
D'accord. Et ensuite, il y a évidemment la question de système Valls ou pas. Ça, pour le coup, moi, je suis élu de Corbeil-Essonnes et je laisserai mes amis d'Evry qui en parleront mieux que moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Francis Choix a depuis des années été le premier serviteur de Manuel Valls en tant que premier adjoint. Il a récupéré, si on peut le dire comme ça, la mairie d'Evry dans l'ombre de Manuel Valls. Et aujourd'hui, il espère avoir un poste de député de nouveau dans l'ombre de Manuel Valls. D'ailleurs, il y a un petit arrangement contre nature dans cette histoire, parce que Francis Choix, au cas où il serait élu député, ce qu'il espère lui, eh bien il aurait apparemment fait en sorte pour que le maire de Courcouronnes puisse récupérer le poste. Voilà. Bah, tu es bien renseigné. Qui est un ancien de la droite. Donc une alliance contre nature. Alliance contre nature, je suis pas sûr, parce qu'au final, je pense que ces gens-là ont beaucoup de choses en commun, et d'ailleurs depuis des années, ils gouvernent ensemble en effaçant complètement le clivage gauche-droite par opportunisme, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une donnée importante, c'est que Evry et Courcouronnes ont décidé de fusionner par la seule volonté de leurs deux maires, qui sont Francis Choix et Stéphane Baudet. Donc ils ont demandé l'avis à personne. Ils ont dit que ce serait bien qu'on fusionne. Et donc dans le cadre et dans la perspective de cette fusion, il y a en effet la perspective de laisser la ville qui s'appellera Evry-Courcouronnes, ce sera la ville de la fusion, de laisser celle-ci à Stéphane Baudet, et l'espoir dans ce petit jeu de chaises musicales et d'arrangement, c'est que Francis Choix récupère le poste de député, mais ça, malheureusement pour lui, on est sur son chemin et ça va être très difficile. Ulysse Rabaté, il est avec nous jusque encore quelques minutes sur France Maghreb 2 pour l'entretien de ce lundi sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, la deuxième partie de cet entretien. Il s'appelle Ulysse Rabaté, il est avec nous sur France Maghreb 2. Alors, si je devais vous présenter, vous êtes suppléant de Farida Amrani, Ulysse ? Oui, et conseiller municipal d'opposition à Corbeil-Essonnes. Voilà, donc Farida Amrani, qui était bien placée, s'est retrouvée face à Valls. Voilà, vous vous souvenez un petit peu donc de cet épisode. On va maintenant enterrer le passé, si je puis dire, et se servir comme peut-être d'une bonne expérience pour essayer de refaire les choses de manière plus prudente, bien qu'elle n'a pas été imprudente, Farida, pour le coup, mais bon. Donc on parlait juste avant la pause donc de ce plan que vous proposez vous sur le RERD. On va rappeler quand même que Evry-Courcouronnes, avec ce Grand Paris là, c'est toute une alliance aussi de grandes villes qui s'associent pour faire ce qu'on appelle d'ailleurs Sénart, cher Ulysse, avec un certain nombre de villes, donc ça complique un petit peu les choses. Bref, première circonscription qui, je le rappelle, va de Villabé, Bondoufle, Evry, Courcouronnes, Corbeil. Et tu oublies Lys. Et Lys, voilà, j'oublie Lys, absolument. Donc c'est une grande circonscription, c'est la première de cette circonscription de l'Essonne. Il s'agira donc d'élire le député remplaçant de Manuel Valls. En quoi Ulysse, Farida Amrani est bien placée et la plus à même, j'ai envie de dire, pour remplacer Manuel Valls à ce poste? Farida Amrani, elle est conseillère municipale d'opposition à Evry. Elle est également conseillère municipale conseillère communautaire, dans la grande agglomération que tu as évoquée, qui est une agglomération qui rassemble plusieurs centaines de milliers d'habitants maintenant. Donc, elle a une riche expérience de la politique locale et depuis plusieurs années. Et elle a un avantage par rapport à son principal concurrent Francis Choix, c'est que le territoire est Livy. Donc elle le connaît, elle est engagée depuis plusieurs années. Pas une parachutée quoi. Ah bah ça c'est sûr que c'est pas une parachutée. Et puis elle, les problèmes du quotidien, elle les vit, elle les connaît, puisque je tiens à rappeler quand même ce qui fait qu'aujourd'hui Farida Amrani est conseillère municipale et candidate aux élections législatives, c'est que à l'époque où elle était représentante de parents d'élèves et qu'elle a mené une grande mobilisation avec près d'une centaine de parents d'élèves au conseil municipal d'Evry. À l'époque, au moment où elle prend la parole au conseil municipal, Francis Choix, qui était alors maire d'Evry, lui dit si vous n'êtes pas contente, madame, vous avez qu'à monter une liste aux prochaines élections municipales. D'accord. Et il aurait mieux fait de tourner sa langue cette fois dans sa bouche, puisque un an après, elle faisait une liste aux élections municipales. Elle le forçait à un second tour, et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez, jusqu'à cette candidature pour les élections législatives en 2017, puis en 2018. Et donc Farida Amrani fera une bien meilleure députée en tout point de vue que Manuel Valls ou Francis Choix.
Et de ce point de vue-là, je renvoie les gens qui s'interrogent là-dessus à son CV militant depuis plusieurs années, qui ne manque pas de mobilisation, de prise de position, etc., aux côtés des habitants de la circonscription. Alors il y a Farida qui est très suivie sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, où elle d'ailleurs fait part de ses différents déplacements. Elle est en campagne, elle va vraiment sur le terrain. Vous allez d'ailleurs sur le terrain rencontrer, faire du porte-à-porte, comme ce fut le cas d'ailleurs à l'époque. Et je crois que plus que jamais ça devient nécessaire, parce qu'il est compliqué d'aller mobiliser les troupes, j'ai envie de dire. Rappelons que le premier tour c'est le 18 novembre, le second le 25, donc les 2 dimanches où il va falloir aller voter pour élire donc ce futur député de cette première circonscription de l'Essonne. Vous vous sentez soutenu, vous, par le national? Vous disiez que oui tout à l'heure. Vraiment, je vous pose la question. Oui, vous êtes confiant, donc. Bon, d'abord déjà sur la campagne, parce que tu l'as dit, et on l'a dit tout à l'heure, mais vaut mieux le redire, puisque s'il y a des amis qui vous écoutent et qui sont sur cette première circonscription de l'Essonne, le premier enjeu de l'élection, ce sera la participation. Oui. Pour dire les choses clairement, nous, sur le soutien populaire, on n'a pas d'inquiétude. On sait qu'on est bien plus populaire et bien plus soutenu que Francis Choix, le candidat sortant. Le problème, c'est que tu peux être très soutenu et perdre. Tu peux être très soutenu et laisser le pouvoir à ceux qui l'ont déjà et à ceux qui n'en font rien. Donc la question, c'est vraiment aujourd'hui que tous ceux qui ont des amis sur cette circonscription, ils se disent que la participation, c'est le premier enjeu. Si on veut dégager ces gens-là, il faut se déplacer, aller voter. Ça prend pas tant de temps que ça. Et puis surtout, après, c'est une victoire collective dont on peut être fiers tous ensemble. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et donc moi, si tu me demandes si je suis confiant, enfin si vous me demandez si je suis confiant, je dis je sais pas, il y a une incertitude sur la participation. Je suis confiant sur le soutien populaire, ça oui. Sur la participation et sur le fait que on prend conscience que si on va pas voter, on peut perdre. Là, il y a une incertitude et donc c'est pour ça que on est en effet au porte-à-porte tous les soirs, c'est-à-dire que tous les soirs, on a des équipes sur les villes de la circonscription qui tapent aux portes et qui disent aux gens rappelez-vous qu'il y a une élection le 18 et pour ça, en effet, pour nos opérations de porte-à-porte, oui, on est très aidé au niveau national, à la fois par la France Insoumise au niveau national, qui évidemment a saisi cet enjeu qui est un enjeu national, quand même, d'avoir une 18e députée dans le groupe France Insoumise à l'Assemblée. Ah oui, ce serait pas de refus. Ça, ce serait pas de refus. Mais je termine, parce qu'on est soutenu en effet par le national France Insoumise, mais on est aussi soutenu par des réseaux très larges et des militants d'horizons très différents qui, il y a un an déjà, se sont saisis de notre candidature en disant nous, on n'est pas forcément France Insoumise, nous, parfois on peut voter écolo, on peut voter communiste aux élections, mais par contre là sur ce scrutin-là, on se rend compte que vous êtes en capacité de faire quelque chose d'énorme et donc on vous soutient. Et de ce point de vue-là, on a aussi des soutiens d'intellectuels connus comme Geoffroy de la Gannerie, Édouard Louis, Didier Ribon, des gens qui sont connus sur de nombreuses luttes et qui sur ce scrutin disent voilà, pour nous c'est eux. Et donc vous pensez que ça va peser dans la balance parce que les gens sont un peu découragés quand même, vous savez, par rapport à la situation et déjà depuis de nombreuses années. Donc c'est à vous de les motiver quand même. Donc quels sont vos arguments phares? Bon, Christophe l'a dit tout à l'heure, moi c'est vraiment pas le premier scrutin que je fais sur ce territoire que je connais bien. Et évidemment que c'est pas avec un appel d'intellectuels qu'on fait bouger les gens pour aller voter. On fait bouger les gens pour aller voter d'abord avec une chose sur le fait que les gens, quand vous vous présentez à eux, ils sentent qu'on n'est pas des politiciens comme les autres. Et pour ça, l'histoire de Farida sur Évry et la mienne sur Corbeil, c'est une garantie d'avoir des gens qui connaissent le territoire et qui se battront pour que ça change. C'est aussi avec Farida Amrani l'idée d'avoir une voix singulière, et il faut le dire comme ça parce que des profils comme celui de Farida Amrani à l'Assemblée nationale, il n'y en aura pas 50. Et donc notamment pour défendre les grands dossiers qui sont les dossiers de la banlieue, les dossiers de comment on soutient publiquement les quartiers populaires en région parisienne, comment la voix de ceux qu'on n'entend pas souvent dans les institutions, comment elle s'exprime à l'Assemblée nationale. Ces enjeux-là, avec nos histoires, nos profils, voilà, c'est là-dessus que nous on considère qu'on fait la différence et qu'il va y avoir ce petit sursaut de mobilisation pour l'emporter. Mais dans une élection, de toute façon, tout compte et pour que les gens se déplacent, il y a différents arguments, différents segments, comme on dit en sciences politiques, et il faut que tous ces segments-là se mobilisent et voient l'intérêt du scrutin. Est-ce que Farida Amrani ne fera pas comme Manuel Valls battre le record d'absentéisme à l'Assemblée nationale?
Alors de toute façon, le record de Manuel Valls en termes d'absentéisme est vraiment très difficile à battre. Hein. Donc même avec beaucoup d'efforts, ce sera compliqué. Mais je peux vous dire que elle va se consacrer pleinement à ce poste. Pour bien la connaître, je peux vous dire que si elle est à l'Assemblée nationale, vous allez beaucoup la voir et beaucoup l'entendre. Ouais, un petit peu d'ailleurs comme. Alors je pensais à ça comme ça en vous écoutant, Ulysse, mais je me disais c'est un sacré événement qui arrive à un bon moment, j'allais dire, pour la France insoumise, après tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure et qu'on va pas répéter, mais là finalement c'est peut-être une figure de test pour tous ceux qui ont pestiféré contre l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Si Farida Amrani l'emporte, ça serait d'abord une belle victoire pour la France insoumise, et pour répondre de manière définitive ça apportera du positif, voilà. Un peu. Et ça va un petit peu redorer un petit peu tout cela, quoi. Non? Ce qui est sûr, c'est que ce sera une belle réponse à toutes les attaques qu'ont subi notre mouvement ces dernières semaines. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, vraiment, pour nous, c'est un combat qui dépasse. C'est local. Non, enfin, c'est local et national, mais en tout cas, si on gagne, c'est une victoire qui va beaucoup plus loin que juste se racheter de l'affaire des perquisitions. Je suis désolé. Non, c'est quand même, rappelons-nous que c'était la circonscription de Manuel Valls, tout puissant, il y a encore 2 ans, Premier ministre en France, qui voilà se croyait tout permis et notamment de dire beaucoup de choses et beaucoup d'attaques assez insupportables contre notamment la banlieue et les quartiers populaires. Et là, on peut mettre une femme comme Farida Amrani députée sur son siège. Donc l'enjeu, il est là, c'est un enjeu de dignité, de renversement aussi de l'ordre politique tel qu'on le connaît. Donc pour nous, ça va quand même bien au-delà de la réponse à un feuilleton. Je vous rappelle quand même à toutes fins utiles à ceux qui ont peut-être la mémoire courte que Manuel Valls, il y a 10 ans, en tant que maire d'Evry, plantait des oliviers pour la Palestine. D'accord? Et quelques années plus tard, il était radicalement différent. Il s'est radicalisé lui aussi et est devenu anti-palestinien notoire évidemment. Donc vous voyez à quel genre de personnage les habitants de cette circonscription ont dû faire face. Aujourd'hui, il est parti à Barcelone avec ce résultat qui apparemment le toucherait de très près, un fameux 3,5, 4,5%. C'est monsieur 4%, 5%, c'est Manuel Valls. Bref, le selon où il est. Moi, j'ai envie qu'on parle de l'hôpital parce qu'il y a eu un hôpital qui a été construit, qui a ouvert il y a quelques années maintenant dans cette agglomération et particulièrement à Évry, l'hôpital sud-francilien qui a pris un retard considérable. D'ailleurs, précisons-le. Il y a même eu d'ailleurs un retard de plus d'1 an, je crois, suite à des problèmes. Pour vous dire simplement, dans la construction, les lits ne rentraient même pas dans les chambres. Il a fallu tout refaire. Ça a été un véritable gâchis d'argent concernant ce projet, Ulysse. Ouais. En matière de santé, on peut dire que cet hôpital n'apporte pas non plus toutes les espérances concernant cette agglomération. Je suis content que tu abordes ce sujet qui est un sujet très important sur la circonscription pour refaire un peu l'historique de cet hôpital. C'est donc l'hôpital sud-francilien qui a été le fruit d'une décision commune entre Serge Dassault et Manuel Valls de faire un hôpital qui était un projet quand même un peu pharaonique à l'époque, donc à la frontière de Corbeil et d'Evry. C'est ça. La petite histoire dit que c'était un caprice de Serge Dassault et qu'il voulait un grand équipement public qui à l'avenir porterait son nom, et donc il a dit je veux un hôpital, et que Manuel Valls lui a cédé et lui a dit bon bah écoute, on va le faire à la frontière des deux villes, comme ça on récupérera tous les deux les fruits politiques de cette affaire. Le problème c'est que comme ils voulaient le faire vite, parce que Serge Dassault il était plus tout jeune déjà à l'époque, ils ont fait quelque chose qui était une première dans l'histoire d'équipements comme celui-ci. Ils ont fait un partenariat public-privé avec le groupe Eiffage, et c'était la première fois qu'il y avait un partenariat public-privé pour un équipement de santé publique, et ça n'a pas loupé évidemment. Ce partenariat public-privé a été un scandale à la fois financier mais aussi sanitaire, puisque comme tu le dis, il y a eu un retard dans la livraison de l'équipement. Plus d'1 an, je crois. Encore aujourd'hui, il y a des graves problèmes de malfaçon, de non-adéquation de l'équipement avec sa mission de service public, et donc on a perdu. Aujourd'hui, les chiffres disent que si ça avait été une maîtrise d'œuvre publique, on aurait payé 3 fois moins cher. Or, je tiens à rappeler que ceux qui payent dans ce cas-là, ce sont les contribuables, puisque c'est les budgets, notamment des agences régionales de santé, qui sont équilibrés à la fin de l'année. Donc tout ce qu'on a dépensé pour l'hôpital sud-francilien, c'est de l'argent qu'on a enlevé aux autres hôpitaux du territoire. Et ce grand hôpital, on se bat et on s'est très bien battu, notamment avec Farida Amrani, puisque c'est un combat qu'on a mené ensemble pour le retour dans le public de l'hôpital, et on a gagné contre
au départ contre la volonté de Francis Choix et Manuel Valls, et puis surtout contre Eiffage. Et aujourd'hui, cet hôpital, il est de nouveau 100% public, ce qui règle quand même. Ce qui n'était pas le cas au début. Ce qui n'était pas le cas au début, puisque c'était un bail amphithéotique où c'était une gestion par le groupe privé Eiffage, à qui on versait un loyer. D'accord. Mais sur le fait qu'il apporte pas les réponses, enfin les espérances que beaucoup d'habitants peut-être auraient pu avoir concernant cet hôpital. Moi, j'en connais beaucoup qui ne veulent plus y aller tellement c'est le bordel dans cet hôpital. Faut le dire quand même, dans certains services en tout cas. Bah bon, cet hôpital, il rencontre les problèmes aussi de beaucoup d'hôpitaux en France, et notamment de beaucoup d'hôpitaux qui sont, on va dire, en périphérie des grands centres urbains. C'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens, il y a un problème de postes, il y a un problème de nombre de lits, il y a un problème de saturation des urgences, puisque aujourd'hui à l'hôpital sud-francilien, la moyenne d'attente c'est entre 7 et 8 heures aux urgences. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Mais bon, c'est tout simple. Hein, pour réduire le temps d'attente aux urgences, il faut aussi engager des gens, des infirmières, des médecins, des spécialistes pour que les gens qui viennent à l'hôpital soient traités. Et puis il faut aussi, parce que c'est aussi un autre combat, c'est se battre contre la désertification médicale à l'échelle des communes, puisque c'est aussi parce qu'il n'y a pas de médecin à côté de chez eux que les gens vont directement à l'hôpital et vont engorger les urgences. Donc ça, c'est des combats qui sont des combats pour le coup que la France Insoumise porte au niveau national. Hein. C'est comment on se bat pour que la santé dans ce pays, on la finance et qu'elle soit excellente pour tous. Or aujourd'hui, on est dans un mouvement de déstructuration et d'attaque de notre système de sécurité sociale et notamment de nos hôpitaux publics. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous conseille de lire le bouquin qui vient de sortir de Sabrina Aurora, qui raconte le quotidien d'une interne à l'hôpital public. Ça fait froid dans le dos. Fait froid dans le dos. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la violence, elle est là. La violence, notamment des institutions et du gouvernement en place, elle est sur ce qu'elle fait vivre au quotidien aux gens, notamment dans des territoires comme les nôtres. Et comment vous voulez arranger ça, justement ? De toute façon, ce serait quand même mentir de dire que quand Farida Amrani sera élu, les gens n'attendront plus que 2 heures aux urgences. Ouais, non, évidemment. Donc déjà, on y revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que Farida Amrani, quand sa fille se tord la cheville, elle va à l'hôpital sud-francilien. D'accord. Donc se battre pour améliorer les conditions d'accueil des gens sur ce site, c'est quelque chose qui va se faire naturellement et pour lequel on peut compter sur elle. Ouais. Et ensuite, évidemment, que nous on fait partie d'un camp politique qui à l'échelle nationale se bat aux côtés des médecins, aux côtés des infirmières, aux côtés du personnel soignant pour dire la santé, c'est quelque chose sur lequel on ne fait pas de bénéfices. Il est hors de question de faire fonctionner les hôpitaux comme des entreprises privées, comme ça devient de plus en plus le cas aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est un combat qui se mène au niveau national, mais c'est le rôle aussi d'un député. Hein. Ulysse, j'ai envie qu'on parle aussi d'un autre sujet avant de vous demander quelles seront les priorités que vous vous êtes fixées avec Farida Amrani concernant les urgences auxquelles il faudra répondre selon vous. J'ai envie qu'on parle de l'école et il y a quand même une chose positive, enfin peut-être que je me trompe, dans cette circonscription, c'est le lycée Douaneau qui fait preuve de très bons résultats et qui d'ailleurs fait partie, je crois que c'est le plus grand lycée de la région parisienne. Pas le plus grand, mais c'est un des plus grands lycées de région parisienne. En partenariat avec Sciences Po. Oui, notamment, voilà. Donc j'en parle tellement bien que mon fils y est scolarisé, donc c'est pour ça. Et on voit que finalement, ce lycée qui est, pour juste situer de manière géographique, installé en plein cœur des quartiers des Tarterets, voilà, chercher le nom, Tarterets à Corbeil, ça marche. Parce qu'on se dit oui, les Tarterets, ça craint, tout ça, non, ça marche non seulement bien, mais en plus le taux de réussite est là et le niveau est assez élevé. Donc là, pour le coup, c'est peut-être la chose positive qu'on peut saluer. Qu'il faut peut-être encore améliorer. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis conseiller municipal de Corbeil-Essonnes, je suis engagé dans cette ville et une des grandes fiertés des élus de cette ville, pour le coup tous bords confondus, c'est d'avoir en effet cet établissement, un lycée public qui a volontairement été installé et construit en haut du quartier des Tarterets, qui est un quartier malheureusement stigmatisé pour beaucoup d'événements qui s'y déroulent, mais qu'il faut aussi voir sous un autre angle. Et j'imagine que malheureusement tu vas plus chercher ton fils devant le lycée, mais peut-être que des fois tu y passes. Non, il refuse. Bon, il refuse malheureusement. Mais en tout cas, non, mais voilà, c'est pour le coup, c'est pour des enjeux comme ça, nous aussi, qu'on a envie d'aller à l'Assemblée nationale, c'est pour dire l'excellence sur des territoires comme ceux-là. C'est l'excellence du service public qui peut lui investir dans les quartiers populaires.
et voilà, faire ce mélange qui fonctionne, c'est-à-dire au lycée Douaneau, il y a des élèves de tous les horizons. C'est ça. Il y a des élèves de tous les horizons, de quartiers différents, de lieux différents, et il y a des difficultés au quotidien, mais aussi parce qu'il y a des personnels qui s'engagent, qui se battent, qui veulent la réussite des jeunes sur cet établissement. Et ben ça marche. Ça marche. Ouais. Mais voilà, ça marche. Le problème c'est que concret, quoi. Le problème, c'est que aussi justement quand on regarde concrètement, ça marche, mais c'est aussi très dur. Et c'est aussi très dur parce que l'éducation nationale, notamment sous Sarkozy, elle a connu quand même beaucoup d'attaques et que les conditions de travail sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Et les enseignants, ils disent tous attention, puisque cette réussite, elle est fragile. Elle est fragile. C'est une réussite qui fonctionne grâce à des partenariats comme celui que tu as évoqué. Il y a celui avec Sciences Po, mais il y a aussi des partenariats avec le musée du Louvre, avec de nombreuses institutions culturelles à travers la région parisienne. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent public, mais c'est de l'argent public bien investi. D'accord, c'est une fierté de mettre de l'argent là-dedans. Et donc, quand les gens comme Emmanuel Macron, ils sont obsédés par les comptes publics et nous expliquent qu'il faudrait économiser sur l'éducation, mais par contre bien traiter tous les milliardaires et les 1% qui ont pas besoin qu'on les traite bien. Voilà, nous on dit attention, il faut se battre pour des moyens pour ces établissements et l'investissement pour l'avenir, il est là. Deux questions en ce qui me concerne pour terminer cet entretien, Ulysse. Quelles sont les urgences, les priorités que vous avez mis dans votre programme pour les habitants de cette circonscription, première circonscription de l'Essonne, en ce qui concerne Farida Amrani? Quels sont les sujets qui sont prioritaires? C'est les sujets qu'on a balayés depuis 45 minutes. Hein. Les transports, priorité absolue pour les transports, la santé, le combat pour l'éducation, parce que c'est aussi un combat qui est cher à Farida Amrani, puisque elle s'est engagée en tant que parent d'élève depuis plusieurs années. Le combat qu'on n'a pas évoqué ici, mais qui est un combat important et qui est pour nous celui qui est le vrai combat de l'avenir, qui est le combat pour l'écologie et le développement durable, et qui est qui est un enjeu aussi de choix de société. C'est quel avenir on veut pour nos enfants, quel avenir on veut pour notre planète. Et ce combat-là, ça rejoint les questions très profondes des choix économiques aussi qu'on mène. Et c'est aussi pour ça qu'on s'oppose complètement aux politiques menées par Emmanuel Macron. C'est que alors vous qui êtes justement très engagé en matière d'écologie, on peut dire quand même à la France insoumise pour le coup, vous êtes favorable donc à l'augmentation des taxes pour que les gens arrêtent d'acheter du diesel? Que ça soit clair, nous on considère que il y a des investissements très importants à faire en matière de reconversion de notre système économique pour aller vers un système durable qui fait que on vit bien sur cette planète. Pour financer ces mesures, il faut taxer ceux qui ont déjà beaucoup, et notamment, par exemple, les grands groupes pollueurs. Il faut commencer par eux plutôt que d'augmenter le prix à la pompe. Il faut s'attaquer, comme le font par exemple nos amis de la mairie de Nanterre, qui portent plainte aujourd'hui contre Total pour notamment sur la question de la reconversion des déchets, etc. Voilà, il faut s'attaquer à ceux qui polluent. Et reconvertir notre système économique en faisant des investissements publics mais redistributifs. Et nous, c'est pour ça que, y compris on veut faire ce que certains ont appelé la révolution fiscale, avec une multiplication des tranches d'impôts et aller prendre l'argent, comme on dit, là où il est, hein, c'est-à-dire chez les plus riches. Ulysse Rabaté, à titre personnel, tu te sens l'envie de partir au municipal face à le maire actuel de Corbeil? Ce qui est sûr, c'est que si on gagne cette élection législative, il y a une révolution sur le territoire. C'est-à-dire que potentiellement, il y a Corbeil-Essonnes et Évry qui peuvent repasser à gauche. Et ça, évidemment que c'est une perspective qu'on a tous en tête, et nos adversaires aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se mettent tous ensemble contre nous. Et donc évidemment que l'étape d'après pour nous, c'est de reprendre le pouvoir dans nos villes qui ont été bien abîmées par des gens comme Dassault, Valls, Choix, etc. Audrey Pronosti, est-ce que notre ami Ulysse a bien réussi son entretien aujourd'hui? Je pense que ouais, quand même, hein, assez éloquent, assez précis. Bon, après, on vous a un peu malmené, mais bon, il fallait un tout petit peu. Vous avez été très gentil. Non, c'est vrai. Ouais, bon, bah alors ça va. Alors, je me suis dit. Non, vous inquiétez pas. Et c'était un plaisir, donc je vous remercie vraiment de l'invitation. Donc le premier tour, on le rappelle, c'est le 18 novembre. Il faut aller voter, peu importe pour qui, mais en tout cas
cas, il faut aller voter, c'est un droit. Et ce droit, eh bien, vous l'avez, donc il suffit de l'utiliser. C'est une arme, voilà. Le vote est une arme. Utilisez-la à bon escient. Farida Amrani, qui est une candidate donc de la France Insoumise, candidate qui est sur le terrain depuis de nombreuses années. Ce n'est pas une parachutée, comme il l'a dit Ulysse. Vous l'avez compris, les priorités, c'est le transport, c'est le service public, c'est l'écologie. Et bien entendu, rendez-vous le 18 novembre pour le premier tour. Vous êtes serein quand même pour une présence au second tour ? Ça devrait le faire. Ah oui, quand même. Ouais, oui, quand même. Oui. Oh, mais bon, de toute façon, on travaille d'arrache-pied. Vous avez un passif déjà, nous, donc. Bien sûr, mais bon, pour nous, premier, deuxième tour, on est mobilisé sur tout et tout contrat. Donc voilà, on laisse rien passer, comme on dit notamment dans les sports de combat. Les mecs qui disent, moi je laisse rien passer parce qu'une seconde d'inattention. Voilà, donc nous on laisse rien passer. Ulysse Rabaté, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions et bonne chance donc pour cette élection avec Farida Amrani. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir, l'invitation. mon cher Ulysse. Ouais, j'espère. Ouais. À très vite. Merci. Dans un instant, Libertad, et vous allez pouvoir notamment nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet entretien, si vous vous sentez concerné, ou répondre à la question du jour, par exemple, concernant donc Abdelaziz Bouteflika, ou nous parler de ce qui s'est passé à Tunis. Je vous rappelle, une grosse explosion, une femme kamikaze qui s'est fait exploser en plein centre de Tunis, à l'avenue Bourguiba. Donc une jeune femme de 29 ans. On en reparle avec vous si vous le souhaitez dans un instant, dans le cadre de Libertad au 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Audrey Pronostic est avec nous aujourd'hui en ce lundi. Bonjour à tous. Voilà, donc Ulysse Rabaté est parti, voilà, c'était sympa. Hein, voilà. Oui, franchement c'était sympa, très instructif surtout. Oui. Puis bon, il est motivé, ça on peut pas lui retirer. Non, c'est des gens du terrain, je veux dire, voilà, ouais. terre, tu vois. Exactement. Donc bon, on leur souhaite en tout cas bonne chance, quoi qu'il en soit. C'est parti pour Libertad. Je crois que tu n'as jamais eu à faire face à Libertad. Qu'est-ce que c'est Libertad ? Ce sont les auditeurs qui nous appellent en toute liberté, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. D'accord. Vous entendez Medjahed qui est là et qui fait du bruit. Medjahed, on fait de la radio, mon gars. C'est gentil, merci. Si on vous dérange, Si on vous dérange, dites-le. Faut le dire. On peut fumer une chicha si vous voulez. Voilà, et puis après on s'en va si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000 00 33 40 33 9000 si vous souhaitez donc réagir sur quel que soit le sujet que vous avez envie d'évoquer avec nous aujourd'hui en ce lundi. C'est Libertad dans toute liberté, toute transparence. Vous pouvez nous appeler maintenant au 01 40 33 9000 pour participer. Par exemple, répondre à la question du jour, à savoir est-ce que vous êtes favorable au 5e mandat suite aux annonces et à l'annonce du chef du FLN qui a annoncé que le candidat du FLN pour 2019 serait Abdelaziz Bouteflika. Êtes-vous donc favorable à la question, au 5e mandat? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2. Ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Nous parler aussi de ce qui s'est passé, de cette triste actualité qui nous emmène en Tunisie et de l'explosion d'une femme kamikaze en plein centre de Tunis cet après-midi à l'avenue Bourguiba. Là aussi terrible, donc on en reparle évidemment et toutes nos pensées pour le peuple tunisien, bien sûr en ce lundi. Nous parler par exemple, tiens, pour les amateurs de foot, oui, Paris l'a fait, oui, Marseille, mais oui, il me semble que oui, c'est une belle victoire. Ah bah oui, 2-0, 2-0 oui, voilà. au stade Vélodrome. Ça se passe de commentaires. Oui, et à croire d'ailleurs que vraiment Marseille pleure cette défaite parce qu'il pleut énormément du côté de Marseille aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, nous parler peut-être de ce match. Devant la vérité, on ne peut que s'incliner, j'ai envie de dire. Tu me dis bien, effectivement. Il y a que la vérité qui parle, la vérité du terrain, elle a été là, en tout cas. Et les Marseillais n'ont encore pas pu gagner pour la énième fois. Ça fait quoi 8 ans, je crois qu'ils n'ont pas gagné face au PSG. 8 je crois ans. qu'on les entend pas beaucoup d'ailleurs. Non, ils se cachent. Ils se cachent depuis hier soir, t'as remarqué aussi. J'ai remarqué aussi. 01 40 33 9000, allô, qui est là? Oui, c'est Amine. Salut Amine, il nous appelle d'où? Bonjour Amine. De Paris. Salut Amine, qu'est-ce qui se passe Amine? Moi, je suis très content comme toi, Christophe. J'ai passé une bonne soirée hier. Ah, c'était bien. Encore un Parisien. C'est la joie. Ouais, exactement. Bon, comment t'as trouvé ce match très objectivement? Bon, je pense que cette année, le PSG n'a pas forcé sinon ça aurait été un gros score. Ils ont fait le minimum, quoi. Oui, ils ont pas été très brillants, faut le dire quand même. Et ils ont pas été très brillants, mais quand même un 2-0 pas brillant, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair. Il faut qu'ils se ressaisissent, nos amis marseillais. Ou pas d'ailleurs. Oui, c'est pas obligé, c'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est pas voilà, tu vois. Merci Amine en tout cas, merci beaucoup. Merci, bonne
soirée. Bonne soirée. 01 40 33 9000 si vous voulez répondre à mi-marseillais, n'hésitez pas. 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est Libertad, messieurs dames, sur France Maghreb 2 dans cette émission, le LGF. Bon, je dois dire quand même qu'en toute objectivité, Paris n'a pas fait un bon match hier, était plutôt même mauvais. Oui, mais il faut pas le dire. Non, mais il faut le dire. Il faut être objectif quand on est un supporter. Il faut savoir aussi pas réfléchir de temps en temps comme un supporter ordinaire et classique. Paris a été mauvais hier, et le fait que Thomas Tuchel, qui a pas mis d'entrée Mbappé et Rabiot, c'est parce qu'ils sont arrivés en retard à la causerie, et du coup ça l'a énervé. Je pense que c'était une bonne chose que de les punir, quoi. De quel droit ils arrivent en retard. En ce qui concerne Mbappé, il a répondu de la meilleure des manières puisqu'il est rentré, il a marqué. Rabiot, il faisait la gueule, il est toujours énervant ce type, franchement, je le dis franchement, j'en ai marre de celui-là. Rabiot, qui est en équipe de France, toujours à ouvrir sa tronche pour rien. Il a perdu sa place en équipe de France alors qu'il l'aurait eu. Pour le PSG, à mon avis, ça va se terminer mal. Donc Thomas Tuchel avait tout intérêt à se faire respecter. Donc si effectivement Mbappé était rentré dès le début, on peut imaginer que le score aurait été beaucoup plus lourd. Mais Paris a fait preuve de suffisance quand même, notamment en première mi-temps où Marseille a été bon. Faut le dire, Marseille a été bon en première mi-temps. Et voilà. Bon, allô, bonjour, qui est là? Oui, c'est Ouria. Bonjour Ouria, nous appelle d'Ouria. Bonjour Ouria. d'Épinay-sur-Seine. Bonjour Aurélie. Non, c'est Audrey. Audrey, pardon, désolée. Il n'y a pas de souci. Bonjour Audrey. Bonjour Ouria. Qu'est-ce qui se passe, Ouria? Alors, il se passe que tout à l'heure, je vous ai écouté débattre de la présidence algérienne. Oui, du 5e mandat. Oui. Futur. Voilà, 5e mandat, c'est un peu beaucoup. Oui. Je suis d'accord avec tout le monde, ça fait trop, surtout qu'il est malade, Bouteflika, tout le monde l'aime, c'est quelqu'un de très bien, il a fait beaucoup de choses pour le pays, pour notre pays en Algérie. Maintenant, c'est vrai que là, c'est trop. La meilleure façon de répondre à Méziane et à la dame qui a parlé à ce sujet tout à l'heure, moi, ce que j'ai à dire à Méziane et puis aux auditeurs, c'est que voilà, il faut voter, et puis après, c'est dans les urnes que tout se décide. Parce qu'il y aura d'autres personnes, à part Bouteflika, qui vont se présenter aux élections algériennes. Donc après, c'est à nous de voter et c'est à nous de choisir quelqu'un d'autre que Bouteflika. Pardon, il y a de vous dire que les précédentes élections, c'était un peu une mascarade. Bouteflika se retrouvant un peu seul. Voilà, bon. Oui, paraît-il. Si c'est pour que ce soit pareil. Oui. Oui, voilà, pour que ce soit pareil, c'est pas bien. Bon, la manif pacifiste, elle est la bienvenue. Maintenant, c'est la meilleure des façons de répondre à Bouteflika, c'est que des personnes se présentent pour justement débattre en direct à la télé. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile non plus pour eux voilà. Bon. Voilà. Merci Aurélie en tout cas. Merci à vous, mais je voulais juste dire une chose sur les Tunisiens. Oui, absolument. Parce qu'il y a eu un attentat suicide en Tunisie. Là, je viens juste d'allumer la télé. Oui. Voilà, et c'était juste pour dire notre soutien, mon soutien, moi personnellement, à nos amis tunisiens et à toutes les familles tunisiennes qui ont été touchées. Et d'ailleurs que l'Algérie n'a jamais abandonné. Jamais. Ouais. L'Algérie n'abandonne pas les gens, n'abandonne pas ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Mauritanie, ni le Yémen. L'Algérie n'abandonne personne. L'Algérie a toujours été du côté des Tunisiens quand ils avaient des problèmes, du côté des Marocains quand ils avaient des problèmes. Certains te diront que l'Algérie abandonne sa propre population, mais ça, ce sont des gens qui le diront. Oui, sa propre population, mais après c'est la corruption, Christian. Voilà, c'est comme partout. Ah, oui. Ça s'appelle la corruption, c'est très simple. Une grosse échelle quand même là-bas. Bon, merci Auria en tout cas. Merci à vous. Et bonne soirée. Écoutez, avec grand plaisir, ma chère Auria. À bientôt. Bon, et ben voilà, ainsi se referme cette émission, ce Libertad pour ce lundi. Autre entretien, autre invité. On a l'invité de la semaine prochaine ou pas, Audrey? Alors, l'invité de la semaine prochaine, si j'ai moi je gère plus rien. On sera quelle date? On sera le 5 novembre. C'est ça. Oui. Ce sera Brahim Kermaoui pour nous parler de son livre L'enfant égaré, et puis il va nous parler aussi des exploits qu'il a fait cet été, parce qu'il a quand même fait Paris-Rabat en vélo. C'est quand même pas rien. Paris-Rabat en vélo. Ah ouais, non, il blague pas, il blague pas. Ah ouais. Donc c'est pas Medjed qui voilà, fait ça. il va nous raconter son histoire, parce que c'est une histoire quand même qui est extrêmement émouvante. Et on l'a déjà entendu sur d'autres plateaux, mais là il nous va faire l'honneur de venir nous voir. Voilà. Donc ça sera lundi 5 novembre avec Audrey et moi-même et puis d'autres chroniqueurs bien sûr.
dans cette émission. Donc tu m'as donné de la lecture pour ce week-end, c'est ça? Exactement. Bon, c'est gentil Audrey. Voilà, mais je suis gentille. Ouais, évidemment. C'est pour ça que tu reviens lundi prochain? Exactement, avec grand plaisir. Demain, avec une grosse émission avec invité maître Habib Chergig, je crois qu'on dit d'ailleurs, pour parler d'une histoire au Cameroun. Demain, on recevra aussi un groupe de musique qui va venir jouer en direct demain dans cette émission. Comme quoi tout peut se passer. Mercredi, il y aura Fatima Wassak le retour et Nadir Kaya, et puis vendredi Anissa Rigui et Tarek Mami. Jeudi étant férié, ce sera un best-of qui vous sera proposé ce jeudi. Voilà pour le programme de la semaine. Merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez raison, puisque c'est là que ça se passe. Bonne soirée Audrey, merci beaucoup. Bonne soirée Christophe et bonne soirée à tous. Marine Garel pour l'info, il est 18h, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, soyez extrêmement vigilants si vous vous trouvez en Corse. Ce lundi, l'alerte rouge au vent violent a été déclenchée sur l'île par Météo France et des rafales à plus de 150 km/h ont été enregistrées sur le Cap Corse. Une vigilance orange vague submersion a également été déclenchée. Ces conditions climatiques exceptionnelles devraient être en vigueur jusqu'à demain matin 6h. C'est une vaste enquête qui est en train d'être menée dans le Maine-et-Loire. Selon France Info, 400 enfants de plusieurs écoles maternelles ont déjà été entendus par les gendarmes dans le cadre d'une enquête contre un homme de 24 ans suspecté d'attouchement sexuel durant ses stages en CAP petite enfance entre 2013 et 2015. Les autorités souhaitaient rassurer les parents et évoquent une opération de vérification face à un pédophile présumé. Il a été placé en détention après la diffusion d'images pédopornographiques et mis en examen pour viol sur ses neveux. L'ancien directeur de l'abattoir de Mauléon en Pyrénées-Atlantiques, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour tromperie. Des images de souffrance animale avaient été diffusées par l'association de défense des animaux L214. 4 autres salariés sont condamnés à des amendes. La vice-procureure de la République de Pau a cependant tenu à préciser qu'il ne s'agit pas de cruauté animale comme ce qui avait été retenu contre les abattoirs d'Alès et Vigan dans le Gard. À l'international, une femme s'est fait exploser sur la très fréquentée avenue Bourguiba à Tunis ce lundi après-midi. C'est le ministère de l'Intérieur tunisien qui l'annonce et fait un premier bilan de 9 blessés dont 8 policiers. La détonation a eu lieu aux abords d'un véhicule de police. Et puis Emmanuel Macron a félicité Jair Bolsonaro pour son élection à la tête du Brésil. Le candidat d'extrême droite et ancien capitaine de l'armée brésilienne a axé sa campagne sur le tout sécuritaire. Le président français a tout de même précisé qu'il poursuivra sa coopération avec ce pays dans le respect des principes démocratiques. Fin de citation. Et puis en tennis, c'est le premier tour du relais Paris Masters ce lundi. Dans son duel franco-français contre Hugo Humbert, Adrian Manarino l'a emporté 6-2, 6-2. Entrée en liste de Richard Gasquet et Nicolas Mahut ce soir à 19h30 et 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.